Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Les sénateurs ont donc voté dans la nuit les deux projets de loi sur la transparence de la vie publique, sans toutefois adopter la principale disposition de ces deux textes, à savoir la publication au journal officiel du patrimoine des élus. C'était pourtant la réponse du gouvernement à l'affaire Cahuzac. Alors cet après-midi, députés et sénateurs vont se réunir pour trouver un texte de compromis avant un vote définitif de ce projet de loi qui devrait intervenir d'ici la fin juillet. En attendant, ce matin, retour sur le vote de cette nuit. Bonne matinée à tous. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la séance est reprise. Je vous donne lecture des résultats du scrutin numéro 315 sur les amendements numéro 50 rectifié et 90 rectifié à l'article 11. Nombre de votants 345, nombre de suffrages exprimés 342, pour l'adoption 172, contre 170. Donc les amendements sont 50 rectifiés et 90 rectifiés sont adoptés et l'article 11 est supprimé. En conséquence, les amendements prévus à cet article tombent. Et nous en arrivons donc après à l'article 11 à un amendement 88 rectifié de M. Requier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'exercice d'un mandat local est un honneur. La compétition électorale ne saurait cependant être faussée par un avantage indu dont bénéficierait un candidat par rapport aux autres, notamment en raison des fonctions qu'il exerce. C'est bien pour cette raison que le Code électoral prévoit des incompatibilités entre un certain nombre de fonctions exercées et des mandats locaux. Cette logique n'est pas nouvelle puisque les premières incompatibilités ont été fixées à la fin du XIXe siècle. À l'espèce, nous estimons que les membres des cabinets ministériels ne doivent pas pouvoir se présenter aux élections locales à raison de la position avantageuse dont ils bénéficient, à raison de leurs fonctions qui les amènent notamment à exercer une autorité sur l'administration. Ce raisonnement rend aujourd'hui incompatible un mandat électoral avec les fonctions de préfet, de certaines directions d'administration territoriale ou les directeurs de cabinet d'exécutifs locaux. Il nous semble donc cohérent d'appliquer le même raisonnement aux membres des cabinets ministériels. Merci, Monsieur Requier. Avis de la Commission, Monsieur le Président. Monsieur Requier, je suis étonné car lorsque nous avons discuté de cet amendement en commission, j'avais sollicité des rectifications. Et on m'avait assuré que ces rectifications seraient faites. Or, en l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas adopter cet amendement. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, tel qu'il est rédigé, il interdirait le cumul entre des fonctions de membre d'un cabinet ministériel ou de collaborateur du président de la République et les fonctions de député, mais non les fonctions de sénateur. De la même manière, il interdirait le cumul avec un mandat de conseiller général, mais non de conseiller régional. Je redis, enfin, qu'il y a un problème de constitutionnalité, puisqu'il fixe, cet amendement fixe une incompatibilité avec le mandat parlementaire, et pour justifier que cela soit, cela doit relever de la loi organique en vertu de l'article 25 de la Constitution. Donc l'avis est défavorable en l'état parce que ce n'est pas une loi organique et il y a des incohérences internes. Merci. Avis du gouvernement, monsieur. Même avis. Même avis. Donc deux avis défavorables. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement 88 rectifié? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Après l'article 11, amendement 89 rectifié, toujours M. Requier. Oui, c'est le même objet que l'amendement 88, mais il s'agit cette fois des collaborateurs du président de la République dont on peut penser a priori qu'il exerce une autorité encore plus importante et bénéficie donc d'une position plus avantagée. Si, même avis de la Commission, même avis du gouvernement, même vote. Il n'est pas adopté. Amendement 5, il tombe. Le 7 aussi.
Amendement 86 rectifié, Monsieur Requier ou Monsieur Colomba. Les membres des cabinets ministériels exercent des fonctions importantes puisqu'ils sont amenés à exercer une autorité sur l'administration, dont leur ministre a la charge, ou encore ponctuellement à représenter leur ministre. Soumis à des contrats de droit public, ils ont accès à des informations sensibles et se posent en décideurs. De ce point de vue, il n'est donc pas concevable que ces personnes, dont les fonctions exigent une mobilisation à plein temps, puissent exercer d'autres fonctions, rémunérées ou non, a fortiori si elles se situent à la frontière de l'intérêt public et des intérêts privés. Nous proposons donc de proscrire ce cumul d'activités sous quelque forme qu'il soit, y compris par exemple sous celle du statut d'auto-entrepreneur. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le Président. L'avis de la Commission est défavorable. Nous avons connu un brillant professeur de droit qui a porté, et qui malheureusement nous a quittés, qui a porté un concours très utile à des cabinets ministériels. Merci. Avis du Gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, le même avis. Nous considérons, le gouvernement considère qu'il n'est pas nécessaire d'interdire une activité, par exemple, d'enseignants, y compris bénévoles. Et donc cela justifie qu'à nos yeux, et au regard du fait que l'ensemble des déclarations d'intérêt des membres de cabinet seront publiques, ce qui sera une bonne manière de lutter contre les abus, le gouvernement donne un avis défavorable à cet amendement. Si Monsieur Colomba, pour explication de vote. Oui, je suis un peu étonné de ces réponses, dans la mesure où nous sommes, c'est pas parti pour la transparence, pour la vertu, etc. Alors je veux bien que, effectivement, sur le plan des principes, on peut imaginer que, il y a parmi les professeurs, parmi tous les gens qui ont une activité professionnelle, des gens qui peuvent apporter des avis éminents au cabinet de tel ou tel ministre ou du président de la République. Mais précisément, on est en train d'essayer de mettre des cloisons entre ce que font les uns et ce que font les autres. Quand vous êtes membre de cabinet ministériel, c'est peu compatible, me semble-t-il, avec la fonction d'auto-entrepreneur. On a eu des exemples récents, ou avec l'exercice d'autres professions. Je veux dire que, encore une fois, membre d'un cabinet, c'est là que sont prises les décisions, c'est là que sont préparés les textes, c'est là, s'il y a vraiment, il y a des risques de conflit d'intérêts, c'est là que ça se passe. C'est pas ici. Bien qu'on ait parlé d'abord de ça. Donc on a été extrêmement rigoureux s'agissant des cumuls de fonctions, d'activités avec les parlementaires, mais s'agissant de ceux qui ont finalement le pouvoir de préparer les décisions, eh bien on trouve ça tout à fait naturel. C'est un peu étrange, sauf que effectivement ça rejoint la remarque que je faisais, c'est que le problème de notre Ve République finissante, c'est la concentration des pouvoirs dans l'exécutif, sous toutes ses formes, et c'est bien sûr parce que là qu'est le pouvoir, on peine à toucher à ce pouvoir, on n'y touche qu'avec une main tremblante. Alors pourtant, c'est là qu'il faudrait faire le ménage, si tant est qu'il y ait des ménages à faire. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement 86 rectifié, qui a reçu l'avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Après l'article 11, amendement 87 rectifié. Toujours Monsieur Requier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est la même amendement, mais pour les collaborateurs des cabinets, les collaborateurs directs du Président de la République, en considérant qu'ils sont assez occupés à l'Élysée sans faire des activités ailleurs. Si, même avis de la Commission et du Gouvernement, même vote, il n'est pas adopté. Amendement 96 tombe. L'amendement 168 de la Commission, Monsieur le Président. C'est un amendement de clarification, Monsieur le Président. Merci. Avis du Gouvernement? Favorable. Favorable. Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'amendement de Monsieur Sueur?
Au nom de la commission, avis contraire. Il est adopté. Article 11 bis A, amendement de la commission, Il monsieur. s'agit de réparer une erreur, Monsieur le Président. Merci. Avis du gouvernement favorable, monsieur le ministre? Favorable. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption? Avis contraire. Je n'en vois pas. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 11 bis A. Quels sont ceux qui sont pour adopter l'article 11 bis A? Avis contraire. Il est adopté. Après l'article 11 bis A, un amendement 6 qui tombe. Article 11 bis, un amendement 10 qui tombe. L'amendement numéro 9 tombe. Le 8 tombe. Amendement 184 de M. Sueur. Il s'agit de la correction d'une erreur, Monsieur le Président. Favorable. Favorable. Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption du 184? Avis contraire. Il est adopté. Le 11 tombe et je mets aux voix l'article 11 bis. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 11 bis? Avis contraire. Il est adopté. Après l'article 11 bis, un amendement 12 qui tombe. Un amendement 13 qui tombe, un amendement 14 qui lui aussi tombe, un amendement 108 qui tombe. Nous en arrivons à l'article 11 ter avec un amendement 75 qui tombe et 4 amendements en discussion commune, dont le 131 de M. Anziani. C'est un amendement qui prévoit que les partis politiques, dans des conditions fixées par décret, communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et de financement politique la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. Le 77 tombe, le 54 tombe, le 105 tombe et je demande donc l'avis de la Commission sur l'amendement 131 rectifié de M. Anziani. La Commission considère que l'amendement 131 de M. Anziani est particulièrement judicieux parce qu'il va dans le sens de la transparence, d'une part, et accroît les moyens d'action de la Commission des comptes de campagne. Merci. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Favorable. Je mets donc aux voix l'amendement de M. Anziani, 131 rectifié, qui a reçu l'avis favorable de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire. Il est adopté. Amendement 29 rectifié, Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement tout aussi pertinent que celui de Monsieur Anziani, puisqu'il vise à interdire aux personnes physiques étrangères, sauf si elles sont électrices en France ou au titre d'accords internationaux ou communautaires, de financer les campagnes électorales. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le Président. Sur l'amendement 29 de Mme Goulet, la Commission s'en remet à la sagesse du Sénat. Merci. Avis du gouvernement. Sagesse, Monsieur le Président. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement de Madame Goulet qui a reçu le double avis de sagesse du gouvernement et de la Commission. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 11 ter. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 11 ter? Avis contraire. Je n'en vois pas. Il est adopté. Après l'article 11 ter, deux amendements qui tombent, celui de M. Lecomte et celui de Mme Lipietz. De même que le 15 de M. Masson, de même que le 107 de Mme Lipietz. Ah, Monsieur le Président Sueur, je vous en prie. Excusez-moi parce que nous avons atteint une rapidité qui n'est pas encore celle du personnage qui a grimpé le mont Ventoux hier, mais toutefois elle commence à être assez remarquable. Alors je voulais vous dire, Monsieur le Président, que je reprenais l'amendement 76 de Monsieur Lecomte, puisqu'il prévoit de mieux tenir compte des nouvelles dispositions
de l'article 11.4 de la loi du 11 mars 88, modifié par l'article 11 ter de ce projet de loi. Dès lors que les dons versés par une même personne physique s'adressent à plusieurs partis politiques, ceux-ci n'ont pas la possibilité de s'assurer du respect de la loi par ses donateurs. Il convient dans ce cas de les exclure de ces mesures de sanction. Merci. Gouvernement, Monsieur le ministre. Bon, je ne vais pas filer la métaphore cycliste, même si des fois on grimpe des montagnes aussi vite qu'on les descend, mais l'avis est favorable. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement 76 rectifié qui devient l'amendement 196 et qui a reçu l'avis favorable du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Nous en arrivons donc à l'amendement 107 qui tombe, le 109 même sort, le 113 également, et nous avons l'amendement 153, Madame Cukierman. Il s'agit ici d'intégrer la question du lobbying dès lors que nous parlons de conflit d'intérêts. Puisque même si en tant que parlementaire, il est, je crois, tout à fait normal que nous soyons à l'écoute de ce qui se passe dans la société lorsque nous élaborons les différentes lois, nous ne pouvons pas, en revanche, accepter les dérives d'un système de lobbying qui prend bien trop souvent des apparences de corruption. Les invitations pour de coûteux repas, les voyages dits d'études, les cadeaux divers peuvent donner l'impression que les plus influents des lobbyistes arrosent autant qu'ils le peuvent les parlementaires. Cet amendement reprend donc des propositions d'associations de lutte contre la corruption. Il s'agit non pas de limiter ou d'entraver les relations entre les parlementaires et les représentants d'intérêts, mais de les rendre les plus transparentes possibles, de manière à ce que les parlementaires et ces représentants d'intérêts respectent les règles les plus élémentaires de probité. À cette fin, l'inscription dans un registre des représentants d'intérêts devrait être obligatoire dès lors qu'ils exercent manifestement une activité d'influence auprès des responsables publics. De plus, en ne faisant reposer l'obligation de déclaration que sur les lobbyistes, cette disposition laisse les administrations ou institutions libres d'organiser comme elles l'entendent leurs relations vis-à-vis des représentants d'intérêts. Par ailleurs et enfin, cet amendement propose à la haute autorité d'émettre des recommandations déontologiques à propos des représentants d'intérêts afin de concilier au mieux l'ouverture de notre Parlement sur la société civile et la nécessaire indépendance de chacun d'entre nous dans ses délibérations. Merci, Madame. Avis de la Commission, Monsieur le Président. La Commission, hélas, Madame Cukierman, n'est pas favorable à cet amendement 53 que vous avez défendu avec conviction, parce que, imaginez ce que pourrait être un registre des représentants d'intérêts au sein de la République française. Nous considérons que le lobbying est un vrai problème, qu'il est sage que les assemblées parlementaires, leurs bureaux et leurs organes de déontologie s'en préoccupent, mais il est très difficile d'instaurer par la loi un tel registre. Ce qui me paraît tout à fait clair, c'est qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises ici même au Sénat, il y en a aussi qui ont été prises à l'Assemblée nationale. Je crois que cela va dans le bon sens, que c'est pratique et que c'est maîtrisable. Par ailleurs, pour éviter les lobbying, le mieux, et lorsque l'on fait un rapport, par exemple, et nous veillons tous à cela, c'est de recevoir toutes les personnes que nous jugeons utiles de recevoir, de publier la liste exhaustive des personnes que nous recevons. Nous décidons de recevoir qui nous voulons, nous procédons à toutes les auditions, nous maîtrisons la liste des gens que nous recevons. À part cela, des gens peuvent solliciter des rendez-vous, peuvent venir nous voir, mais nous devons appliquer une déontologie, une éthique, les uns et les autres, pour être parfaitement indépendants. Ça n'empêche pas qu'on entende ce qu'on nous dit, mais je ne crois pas, et la Commission ne croit pas, que la création d'un gigantesque registre de représentants d'intérêts soit la bonne méthode. Et avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Même avis.
Même avis défavorable. Je mets donc aux voix l'amendement 153. Monsieur Colomba, pour explication de vote. Une remarque, je pense qu'effectivement, tenir ce registre poserait quelques problèmes. Enfin, en l'occurrence, s'agissant de ce texte, sauf erreur de ma part, les personnes qui ont été auditionnées étaient quasiment toutes favorables au texte. Merci. Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement 153 de Mme Cukierman? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Le 122 rectifié tombe. Nous en arrivons à l'article 11 quater de monsieur et à un amendement 172 de la Commission, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement de coordination, Monsieur le Président. Et Favorable. favorable. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire. Il est adopté. L'amendement de Monsieur Gors tombe. Et je mets aux voix l'article 11 quater. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire. Il est adopté. Et nous arrivons, après l'article 11 quater, à l'amendement 30 de Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bis repetita placent, il s'agit exactement du même amendement que tout à l'heure. Je vais simplement essayer de ne pas bredouiller un truc informe. Il s'agit donc que le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique puisse déclarer au service TRACFIN, dès qu'il a connaissance des faits dont il soupçonne qui sont en relation avec une infraction à la législation fiscale. Il s'agit exactement de la même disposition que celle que nous avons adoptée tout à l'heure. Il s'agit d'une disposition nécessaire pour articuler les contrôles de TRACFIN avec les diverses structures qui s'occupent du contrôle et du financement des partis politiques. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, il ne m'a pas échappé qu'un amendement similaire a été adopté tout à l'heure. Donc, quel que soit l'avis de la Commission, il me paraîtrait incohérent que l'amendement identique que vous venez de présenter ne fût point adopté par le Sénat. Même raisonnement, favorable. Merci. Je le mets donc aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement 30 de Madame Goulet? Avis contraire? Il est adopté. Article 12, le 68 tombe. Le 63 rectifié, Monsieur Hyest. Oui, Monsieur le Président, il conviendrait que les membres de la haute autorité soient soumis au secret professionnel et s'ils ne le respectaient pas, il faudrait prévoir les peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le Président. Cet amendement est satisfait par le projet de loi, puisque au 21e alinéa de l'article 12, il est d'ores et déjà inscrit « Les membres de la haute autorité sont soumis au secret professionnel ». Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Satisfait par le texte. Merci. Il est retiré? Oui, au secret professionnel, il faut dire les sanctions si on ne le respecte pas, que je sache. Oh. Bon, je le retire. Il est retiré. Merci. 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 110 tombe. Le 158 rectifié. Madame Assassi. Oui, merci Monsieur le Président. Notre débat depuis hier s'est beaucoup focalisé sur la publication du patrimoine que nous estimons pour notre part nécessaire. Mais nous pensons aussi qu'il a trop laissé de côté la question clé de l'observation de l'évolution du patrimoine. La mission de contrôle de cette transparence a donc été confiée à une haute autorité indépendante. Même si nous approuvons ce choix à la notion capitale d'indépendance, une autre notion doit être affirmée, c'est celle du pluralisme. Est-il en effet imaginable, mes chers collègues, qu'une haute autorité chargée finalement de contrôler la probité des élus puisse être dépourvue de pluralisme ?
La composition de la haute autorité prévue pour le texte dont nous discutons se résume pour une part à des personnalités désignées par des hauts magistrats qui ont été nommés par le gouvernement actuel ou passé, ou par les présidents des deux assemblées. Nous savons tous ici que ce mode de désignation ne permettra pas, loin s'en faut, une représentation de l'ensemble des sensibilités présentes au Parlement et se résumera par une représentation indirecte des deux grands partis dominants. La réalité est celle-là et chacune et chacun le sait bien. Nous estimons qu'il n'y a pas d'autre solution pour assurer le pluralisme que d'augmenter le nombre de personnes désignées par le Parlement qui demeureront minoritaires dans la haute autorité telle que nous le proposons. Enfin, la règle de l'article 40 de la Constitution nous a contraints, sous peine d'irrecevabilité, d'annoncer que ces nouvelles personnalités ne seraient pas rémunérées. Si votre objectif était retenu, il faudra évidemment prévoir des indemnités pour garantir l'indépendance de tous les membres de la haute autorité. Alors, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, j'attends vos réflexions sur ce point et si vous êtes en désaccord avec notre proposition, ce que j'imagine, comment estimez-vous possible de garantir le pluralisme dans cette haute autorité qui aura, que cela plaise ou non, un haut, pour ne pas dire un très haut caractère politique. Je vous remercie. Merci. Amendements 190 et 195 du gouvernement, monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, l'amendement 190 vise à proposer que soient désignés avec les 2 titulaires 2 suppléants qui seraient désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer un fonctionnement qui soit le fonctionnement le plus fluide qui soit de la haute autorité. Et pour ce qui concerne l'amendement 195, il vise l'Assemblée nationale à compléter la composition de la haute autorité en prévoyant que les présidents des assemblées nomment chacun une personne qualifiée, connaissant les problématiques et les pratiques en matière de déontologie. La nomination de ces personnes doit en outre être autorisée par les commissions des lois et des assemblées à une majorité renforcée des 3/5 des suffrages exprimés. En clair, l'objectif du gouvernement est que dès lors qu'on élit une personne aux 3/5, on peut supposer que c'est une personnalité relativement consensuelle qui est choisie par chacune des 2 chambres. Dès lors qu'on en choisirait 2, elle ferait davantage l'objet, le cas échéant, d'un accord politique entre les principaux groupes parlementaires. Nous souhaitons que ces personnalités qualifiées puissent être choisies au-delà des clivages partisans, ce qui justifierait qu'il n'y ait qu'une seule PQ par chambre qui viendrait s'ajouter aux personnalités qui composeraient d'ores et déjà, issues de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, plus le président choisi par le président de la République, mais avec la validation des assemblées, qui composerait la haute autorité indépendante. Voilà. Donc, une personne par chambre. Merci. Amendement 91 rectifié, monsieur Colomba. Oui, visiblement, les personnes qui ont exercé les fonctions de gouvernement et ou un mandat parlementaire sont frappées d'une indignité temporaire. Franchement, je ne vois pas... C'est assez étrange, ce type de raisonnement, dans la mesure où il y a des modes de désignation qui sont ouverts, et s'il y a un consensus qui se fait sur une personnalité, même si elle a exercé des fonctions gouvernementales ou des fonctions de parlementaire, c'est pas pour ça qu'ils sont, même pour 3 ans, frappés d'indignité nationale. Enfin, c'est quand même assez étrange que des parlementaires puissent accepter ce type d'ostracisme, enfin bon, donc c'est d'où la proposition de modifier cet alinéa, ces 2 alinéas. Merci. Avis de la commission, monsieur le président, sur l'amendement de madame Assassi et les amendements du gouvernement et celui de monsieur Colomba. Alors, l'amendement de madame Assassi, dont je comprends l'esprit, est quelque peu inflationniste, car nous sommes avec le texte de la commission avec 2 représentants par assemblée, 2 pour l'Assemblée nationale, 2 pour le Sénat. Le gouvernement n'en avait prévu qu'un.
Et je vois qu'avec ces amendements numéros 190 et 195, Monsieur le ministre va s'échiner à nous faire revenir à 1 par assemblée. Alors, Madame Assassi propose de passer de 2 à 6. Comme il y a 2 assemblées, ça fait 12. Et par voie de conséquence, toutes les autres catégories, c'est-à-dire les représentants du Conseil d'État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation, passent de 2 à 4. C'est-à-dire qu'on arrive à 12 plus 12, 24 membres. Voilà. Alors, je pense que l'amendement de Madame Assassi sera d'un appui très fort pour m'aider à résister contre les velléités de Monsieur le ministre de revenir à 1 alors que nous nous sommes arrêtés à 2. Quant à l'amendement 91 de Monsieur Collombat, nous considérons que ce délai de viduité, de vacuité, je ne sais pas comment l'on dit, mais non, Monsieur Collombat, ne dites pas des gros mots comme cela. Le délai nécessaire après la cessation de fonction politique pour être nommé comme personnalité qualifiée au sein de la haute autorité pour la Commission assure l'indépendance. Mais je n'en conclus pas que lorsque l'on est... Oui, Monsieur Collombat, je connais votre thèse. Oui, mais je connais votre thèse, ce n'est pas parce qu'on est élu, parce qu'on a été ministre, qu'on a perdu toute capacité de raisonner de manière autonome et indépendante. Je connais tout à fait votre raisonnement et permettez-moi de le saluer tout en vous disant que la Commission a, hélas, été défavorable à votre amendement 91. Merci. Il a donné sur le gouvernement. Oui, Monsieur le Président, donc sur le 190 et 195 du gouvernement. J'ai cru être tout à fait clair. Nous ne voyons pas... Oui, les suppléants. L'Assemblée nationale, vous savez, a supprimé les suppléants, considérant qu'il s'agissait d'une activité à temps plein. Donc elle a supprimé ces suppléants. Alors je ne vois pas pourquoi vous voulez remettre des suppléants, surtout que nous ne sommes pas dupes de cette stratégie qui consiste à nous ajouter 2 suppléants de manière à supprimer par rapport au texte de la Commission 2 titulaires. C'est d'habitude, Monsieur Benoît Hamon, vous faites preuve d'une subtilité supérieure. Je ne dis pas que ce n'est pas subtil, mais je vous ai connu plus agile en la matière. Merci. Monsieur le ministre, avis du gouvernement sur l'amendement 158 rectifié. Bon, je ne vais pas répondre sur le thème de l'agilité. Je voudrais juste dire qu'effectivement, nous ne pouvons pas, nous, partager ni le désir de Mme Assassi d'augmenter le nombre de membres, ni le désir de M. Collombat de supprimer les dispositions que nous considérons être des garanties d'indépendance pour le délai de viduité pour les personnalités qualifiées, raison pour laquelle nous donnerons 2 avis défavorables à ces amendements, en restant cohérents avec la logique qui est celle du gouvernement, de donner un format qui soit un format qui permette une bonne gouvernance de la haute autorité, mais de se garantir devant des risques un jour de manque d'assiduité, la présence de suppléants pour que cette haute autorité fonctionne. Et Monsieur Richard, pour explication de vote. Monsieur le Président, moi, je voudrais tout de même exprimer mon doute quant à l'avis défavorable de la Commission sur l'amendement de M. Collombat relatif à la durée de 3 ans, parce qu'on voit bien cette disposition est calquée sur les dispositifs de déontologie qui sont applicables aux professionnels qui ont exercé des responsabilités d'autorité ou de contrôle et qui ne peuvent pas ensuite aller travailler dans des entreprises ou dans d'autres entités qui ont été placées sous leur autorité ou le contrôle. Je ne vois pas, s'agissant d'une autorité indépendante, comment quelqu'un qui a quitté le Parlement ou qui a quitté le gouvernement serait en position, quelle que soit la durée, la date de sortie de ses fonctions, en quoi il serait en capacité d'influencer les autres membres de la haute autorité. Donc, qu'il y ait un petit délai de battement, je le comprends, mais qu'on calque ce délai de 3 ans
sur une situation où il y a eu effectivement exercice d'autorité et où moi, pour avoir un tout petit peu pratiqué cette mission, je me dis que parfois la durée de 3 ans est à peine suffisante. Il me semble que ça pourrait être un sujet sur lequel on réduise un peu, qu'on dise 1 an par exemple. Et c'est le seul commentaire que je voulais apporter. Monsieur Richard, je mets donc aux voix l'amendement 158 rectifié bis de Madame Assassi. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Sur l'amendement 190 du gouvernement, quels sont ceux qui sont pour l'adoption du 190? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Même vote pour le 195. Je mets aux voix le 91 rectifié de M. Colomba. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. L'amendement 64 rectifié tombe. Le 65 rectifié bis de M. Hyest. Ah non, attendez. Ils ont des compétences dans le domaine de la vérification des comptes. Quelqu'un a dit, je ne sais plus quoi. Ben oui. Donc, en plus, ça, on a bien mis au CSM un avocat. À une commission des comptes, on peut leur mettre un expert comptable. Ouais. Merci. Avis de la commission, Monsieur le Président. Défavorable, Monsieur le Président. Merci. Même avis. Avis du gouvernement? Même avis. Défavorable. Je mets donc aux voix l'amendement 65 rectifié bis. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Le 66 rectifié tombe. Le 67 rectifié bis, Monsieur Hyest. Il est retiré. Le 174 de la Commission, Monsieur le Président Sueur. Amendement de coordination, Monsieur le Président. Favorable du gouvernement. Cet amendement est adopté. Il est adopté. Je mets aux voix donc l'amendement 194 du gouvernement. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Là encore, c'est un amendement pour faciliter le fonctionnement de la Haute Autorité dès lors qu'il pourrait y avoir un nombre significatif de déclarations et de dossiers que la Haute Autorité devra contrôler et que certains d'entre eux peuvent justifier d'un traitement plus rapide parce qu'ils ne présentent pas de difficultés particulières ou ne soulèvent aucune question de principe. La possibilité serait donnée pour la Haute Autorité de fonctionner en formation restreinte à partir d'un collège de 4 membres désignés par le président de la Haute Autorité. Voilà le sens de l'amendement qui est destiné à permettre un fonctionnement plus fluide de la Haute Autorité dès lors qu'un nombre de dossiers importants pourrait lui être soumis. Avis de la Commission, Monsieur le Président. La Commission n'a pas examiné cet amendement. Toutefois, à titre personnel, j'y serais favorable en sollicitant une petite rectification. En effet, l'amendement dit la Haute Autorité se réunit en formation plénière. Toutefois, à l'initiative du Président, elle peut se réunir en formation restreinte composée de 4 membres désignés par lui. Ça donne au Président une sorte de pouvoir souverain de désigner 4 personnes. Alors, je propose une rectification, Monsieur le Ministre, qui serait, à l'initiative du Président, elle peut se réunir en formation restreinte, composée de 4 membres désignés par la Haute Autorité. C'est-à-dire que c'est la Haute Autorité elle-même qui désignerait, ou alors, comme dit Monsieur Richard, à juste titre, désigné en son sein. Mais par elle. Favorable. Désigné en son sein. Alors, je dis bien, la correction serait la suivante. Désigné en son sein par la Haute Autorité, à la place de par lui. Oui, mais Monsieur Richard, je me permets de vous faire observer
que si vous ne mettez pas par la haute autorité, on pourrait comprendre que c'est désigné en son sein par le président. Bon, écoutez, je veux bien qu'on mette... Oui, je veux bien qu'on mette en son sein, étant entendu que nous dirons hautement que les travaux préparatoires signifient que, en son sein, cela implique que ce soit les membres de la haute autorité qui désignent les 4 membres de la formation restreinte. Monsieur le ministre. Sous réserve de ces précisions, effectivement, en son sein signifie que c'est bien la haute autorité qui désigne ces 4 membres et nous acceptons en tout cas l'amendement du rapporteur donc, à l'amendement du gouvernement. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement qui devient le 194 rectifié. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 12. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 12? Avis contraire? Il est adopté. Article 13, avec l'amendement 179 de la Commission, Monsieur le Président. Coordination, Monsieur le Président. Merci. Avis favorable du gouvernement? Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption du 179? Avis contraire? Il est adopté. Amendement 69 rectifié, Monsieur Hyest. De la Commission, Monsieur le Président. Le 69 rectifié. Je pense que le vote intervenu tout à l'heure sur l'article 11 devrait conduire au retrait de cet amendement. Et l'amendement 112 tombe. L'amendement 20 rectifié de Madame Goulet. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est un amendement qui est relativement important et je vais vous dire pourquoi. À l'alinéa 9 du texte que nous examinons aujourd'hui, nous voyons que les associations pourront être agréées par la haute autorité pour pouvoir se porter partie civile. Non, la haute autorité pourra être saisie, dans les conditions par des associations se proposant dans leur statut de lutter contre la corruption qu'elle a préalablement agréées. C'est-à-dire que la haute autorité va pouvoir délivrer des agréments. Or, dans le texte que nous allons examiner dans 48 heures sur la lutte, petit texte, sur la lutte contre la fraude fiscale et contre la grande délinquance, le titre est un peu pompeux pour le texte, c'est le texte que nous avons pour l'instant, prévoit précisément dans son article 1, alinéa 7, qu'un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'agrément d'associations de lutte contre la corruption qui pourront se porter partie civile. C'est-à-dire qu'à 48 heures d'intervalle, on risque d'avoir des associations qui n'auront pas le même type d'agrément. Donc moi, je propose que cet amendement propose que dans le texte que nous votons aujourd'hui, nous renvoyions au texte à venir de façon à ce que l'agrément soit le même pour la haute autorité et pour les associations qui pourront se porter partie civile. Il me semble pas tellement cohérent que certaines associations puissent saisir la haute autorité et d'autres seulement se porter partie civile et qu'éventuellement les critères d'agrément soient différents. Donc il s'agit simplement d'une harmonisation entre les deux textes. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le Président. La Commission est attachée à ce que l'agrément soit délivré par la haute autorité et non par le pouvoir exécutif. Elle est donc défavorable à cet amendement. Merci. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Défavorable, ce qui n'empêchera pas une association d'avoir d'ailleurs 2 agréments. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement 20 rectifié. Il est retiré. Je mets aux voix l'article 13. Quels sont ceux qui sont... le 193. 193 du gouvernement, Monsieur le Ministre.
Monsieur le Président, toujours par souci de cohérence avec les positions du gouvernement, le présent amendement précise que les membres et rapporteurs de la Haute Autorité pourront consulter dans les locaux des services fiscaux compétents le dossier fiscal des personnes soumises à son contrôle et de leurs conjoints. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le Président. La Commission n'a pas examiné cet amendement et je remets donc à la sagesse du Sénat. Merci. Je vais donc consulter le Sénat. Quels sont ceux... Monsieur Richard pour... Donc, je m'en remets à la sagesse du Sénat. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement du gouvernement? Avis contraire? Il est adopté. Même vote pour l'article 13? Il est adopté. Après l'article 13, un amendement 182 de la Commission, Monsieur le Président. Cet amendement de la Commission vise à rendre non communicables les documents administratifs qui sont nécessaires à l'exercice des missions de la Haute Autorité, ce qui permet que la loi du 7 juillet 1978 ne puisse pas être utilisée pour obtenir communication de documents qui ne sont par ailleurs ni publiés ni communiqués. Dans le même temps, cet amendement réduit cette dérogation au principe de communicabilité des documents administratifs au strict nécessaire, car elle ne couvrirait plus l'ensemble des documents détenus ou élaborés par la Haute Autorité, mais seulement ceux nécessaires à ses missions. Ainsi, ceux relevant de l'organisation et du fonctionnement normaux d'une autorité administrative seraient bien sûr communicables. Merci. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Favorable. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement de la Commission, l'amendement 182. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Amendement 17 de Madame Goulet. Oui, Monsieur le Et le Président. 19. Absolument, je vais défendre les deux en même temps. Ils n'ont pas exactement le même objet. Dans le premier ou le 19, bon, concerne, puisque nous y étions, les associations qui ont dans leur objet la fraude fiscale ou la dénonciation, enfin c'est les associations dont nous parlions tout à l'heure qui seront ou pas agréées. Je propose que ces associations qui, dans leur statut, proposent de lutter contre la corruption, déclarent annuellement un certain nombre de choses, dont les subventions, le montant des dons et l'origine, le nombre d'adhérents et en gros leur patrimoine. Dans le cadre des auditions que nous avons eues dans la commission d'enquête, nous avons reçu un certain nombre de plateformes tout à fait bien pensantes. Et à un moment, j'ai posé la question de savoir comment elles étaient financées. Et là, nous avons eu des choses assez imprécises. Et je ne vois pas très bien la raison pour laquelle ces associations très utiles, qui vont être agréées 2 fois, puisqu'elles seront agréées une fois dans le cadre de la Haute Autorité, et puis une fois dans le cadre d'un décret, passeraient à travers les mailles du filet d'une transparence qui nous est réclamée à corps et à cri et qui est bien légitime. Donc ça, c'est le premier amendement. Et il n'est pas... J'ai cité d'ailleurs dans l'exposé des motifs le compte-rendu et le procès-verbal de la commission d'enquête. Donc si vous ne me croyez pas sur parole, ce qui serait quand même dommageable, vous pourrez toujours regarder au procès-verbal d'audition de la commission d'enquête du 22 mai 2013, Terre solidaire et la coordinatrice des plateformes paradis fiscaux et judiciaires. Vous avez aussi le comité catholique contre la faim et le développement. Tous ces gens-là, à peu près 160 salariés, et nous ne savons absolument pas comment ils sont financés. Je pense que ce serait la moindre des choses. Non, eux non plus, mais justement, puisqu'on est dans la transparence, soyons dans la transparence. L'autre amendement relève du même esprit, mais il est aussi important pour le texte qui va venir, et j'ai d'ailleurs redéposé dans le texte contre la grande délinquance et la lutte contre l'évasion fiscale. Il s'agit des associations qui proposent dans leur statut de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d'un État étranger non communautaire pour des raisons de droit communautaire. Ces associations sont tenues de procéder au même type de déclaration
déclaration, parce que vous avez sur le territoire national, et notamment dans le Val d'Oise, un certain nombre d'associations qui ont des moyens absolument exorbitants, quand on sait par exemple le prix d'un meeting à Villepinte, et dont on se demande très franchement comment ces gens qui ne sont pas supposés avoir des revenus ni des subventions peuvent financer ce genre de choses. Alors, il y a autre chose. Vous avez les associations culturelles à Paris, intramuros, qui là aussi manipulent beaucoup d'argent avec des gens qui aussi perçoivent des fonds de l'étranger. Tout ça n'est pas très transparent, tout ça n'est pas très clair, et je pense que ce texte constituerait une occasion extrêmement intéressante de remédier à ces carences. Merci. Avis de la commission sur le 17 et le 19, Monsieur le Président. Oui, l'avis est le même sur les deux amendements. Ces amendements soumettent certaines associations à des obligations déclaratives, ce qui est assez éloigné de l'objet du texte, qui se limite aux obligations de responsables publics. En outre, il n'est pas certain que ces obligations pesant uniquement sur certaines associations parce qu'elles souhaitent développer des activités en relation avec un État étranger hors de l'Union européenne respectent parfaitement la liberté d'association garantie par la Constitution. Aussi, la Commission a-t-elle donné un avis défavorable à ces deux amendements? Merci. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Le même que Monsieur le rapporteur. Merci. Monsieur Hyest, pour explication de vote. Oui, je pense que l'exemple donné est particulièrement malvenu, Madame, parce que toutes les associations qui font appel à la générosité publique, je le rappelle, ont leur compte contrôlé par la Cour des comptes aujourd'hui. Non, mais le CCFD, c'est le cas. Alors ne donnez pas les mauvais exemples. Monsieur Colomba. Bien. On peut effectivement penser que l'amendement 17 n'est pas vraiment en rapport avec notre objet. Par contre, moi je trouve que l'amendement 19 est tout à fait pile-poil dans notre problème, puisque nous sommes pour la transparence. Ma foi, la première chose, c'est que les associations qui vont quand même avoir des pouvoirs de se porter partie civile, etc. Non, mais je parle de l'amendement 19, qui concerne les associations qui se proposent de lutter contre la corruption. Donc, non, mais je ne jette pas de soupçons sur ces associations. Mais la moindre des choses, c'est qu'effectivement, il y a un minimum de connaissances concernant leurs ressources, aussi le nombre d'adhérents, parce que ça aussi c'est important. Si vous avez une association qui est formée d'une personne, de sa femme et de sa belle-sœur, ça fait un peu juste. Donc, je crois que, moi personnellement, je vote, s'il est maintenu, je voterai l'amendement 19. Merci. Madame Goulet, pardon. Ah bon, alors Monsieur Richard, j'ai cru que vous m'aviez demandé la parole, excusez-moi. Je partage les objectifs de l'amendement 17, qui est relatif aux associations qui développent un programme de relation avec un État étranger, mais je redoute qu'elle soit vraiment, cette notion-là soit vraiment assez éloignée de l'objet du texte, donc je ne pourrais peut-être pas suivre Madame Goulet. En revanche, sur l'article 19, il est bien en relation avec notre texte, mais pour renforcer cette relation et pour éviter tout risque constitutionnel, je pense qu'il faudrait dire une association se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption et bénéficiaire de l'agrément de la haute autorité, parce que c'est à celle-là qu'il est légitime de demander déclaration. Les autres, ce sont des associations libres. Merci. Monsieur Dillin. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans quelques jours, nous allons remettre avec le préfet du port un rapport que nous a demandé Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports, de la vie associative et de l'éducation populaire concernant une revalorisation de la charte des engagements réciproques qui avait été signée en 2001. Et donc, dans ces engagements réciproques, les associations s'engagent à faire plus de transparence qu'actuellement. Donc je crois que ces amendements vont dans ce sens-là. Merci. Madame Goulet.
Oui, Monsieur le Président, juste une minute. Je voulais simplement répondre à Monsieur Hyest que je n'avais absolument rien de spécial contre les associations, mais c'est celles-là qui, dans le cadre de nos auditions, n'ont pas donné de réponse à ce moment-là. C'est pourquoi je les ai citées. Mais non, j'entends bien. Et pour ce qui concerne les associations étrangères, malgré tout, donc évidemment, je pense qu'il faut sous-amender le 19 en rajoutant bénéficiant de l'agrément. Ça me semble tout à fait évident et tout à fait pertinent. Quant aux autres, juste un dernier mot pour dire que vous avez quand même un certain nombre d'associations qui interviennent dans la vie publique nationale et parfois de façon itérative. Et donc, comme on est dans la transparence de la vie publique, je vais maintenir les deux amendements. Si je vais donc les mettre aux voix, en commençant par l'amendement numéro 17. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement 17? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'amendement 19 qui pourrait être rectifié et ainsi libellé. Une association se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption et bénéficiaire de l'agrément de la haute autorité est tenue de le déclarer annuellement. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de cet amendement rectifié 19? Avis contraire? Il est adopté. Après l'article 13, nous l'avons vu, l'article 14, un amendement 180 de la Commission, Monsieur le Président. Il s'agit d'amendements de précision. Il en va de même pour le 175, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre? Favorable. Favorable sur les deux amendements. Je mets donc aux voix le 180. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption du 180? Avis contraire? Même vote sur le 175. Même vote. Ils sont adoptés. Je mets aux voix l'article 14. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 14? Avis contraire? Il est adopté. Article 15, même vote. Même vote. Il est adopté. Après l'article 15, l'amendement 114 tombe. Nous en arrivons à l'article 16 avec un amendement 142 qui tombe. Je mets aux voix l'article 16. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Après l'article 16, un amendement 118 qui tombe, un 119 qui tombe également. Et nous en arrivons à l'amendement 157 de Madame Cukierman. Oui, quelques mots sur cet amendement, puisque initialement le texte prévoyait bien évidemment que les citoyens qui signalent au déontologue ou à la haute autorité des situations potentielles de conflit d'intérêts, que ces citoyens puissent être protégés contre toute représaille. Les suppressions de ces dispositions mettent en danger de fait les citoyens qui viendraient signaler des situations à la haute autorité et par là même très certainement l'efficacité de cette autorité. Je ne me saurais m'empêcher ici de rappeler les mots de Lacordaire qui disait qu'entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Et donc, si nous voulons réellement qu'il puisse y avoir ce travail de lanceur d'alerte, je mettrai le terme entre guillemets parce que je sais qu'il a beaucoup fait défaut, et donc de rendre effectives les différentes dispositions qui sont prévues dans ce texte de loi, il convient en tout cas, pour les législateurs que nous sommes, de prendre les dispositions pour protéger contre toute représaille ces citoyens, représailles qui peut se traduire par des situations très diverses, de licenciement, de recrutement non abouti ou de discrimination en matière de rémunération ou autre dans sa vie professionnelle ou dans sa vie plus privée. Donc voilà, en tout cas, c'est dans ce sens et dans cet intérêt que nous vous proposons l'amendement tel que rédigé.
Merci, Madame Cukierman. Avis de la Commission, Monsieur le Président. Nous avons décidé de parler des lanceurs d'alerte dans le projet de loi relatif à la fraude fiscale qui traite également de ce sujet. Il nous est apparu peu cohérent de traiter deux fois de ce sujet et le projet de loi sur la fraude fiscale sera examiné sur le rapport de M. Alain Anziani après-demain. Donc, après-demain, vous pourrez exposer vos pensées sur ce sujet et je suis sûr qu'elles seront recueillies, accueillies avec intérêt par notre rapporteur. Merci. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Je proposerai volontiers le retrait au profit de l'amendement du gouvernement, l'amendement 191 sur les lanceurs d'alerte. Merci. L'amendement est retiré, Madame Cukierman. Oui, on va retirer l'amendement. Vous avez des soutiens, Monsieur le ministre, vous voyez, sur votre amendement, parce que je pense quand même que c'est ici, en tout cas, important de prévoir ces dispositions, ce qui n'empêche pas le débat que nous aurons sur l'évasion fiscale. En même temps, je crois que voilà, chaque texte a son travail législatif et je ne présage pas de l'avenir. Je crois que voilà, nos séances étant des fois un petit peu perturbées quant au déroulé initialement prévu, je préfère m'en tenir pour reprendre d'autres expressions d'hommes pieux comme saint Thomas et je ne crois que ce que je vois, cela me satisfera. Donc voilà, nous retirons avec une stratégie de repli pour soutenir l'amendement du gouvernement. Merci. L'amendement est donc retiré. Mes chers collègues, nous avons beaucoup avancé. Il reste 18 amendements à examiner, dont certains vont tomber. Si vous en êtes d'accord et si chacun est concis, on peut terminer le texte. Est-ce que vous en êtes d'accord? Alors, nous continuons. Article 17, avec un amendement 191 du gouvernement. Bien, nous visons à rétablir l'article 17 sur les lanceurs d'alerte pour redire qu'il ne s'agit pas pour nous de délateurs, il n'y a pas d'intention de nuire, mais la volonté au contraire de satisfaire au bien commun, l'intérêt public ou général, raison pour laquelle nous voulons protéger les lanceurs d'alerte dès lors que cette notion a déjà été reconnue et protégée, notamment dans les domaines des risques sanitaires et environnementaux. Je vous rappelle, à la suite de l'affaire du Mediator et de l'action notamment d'Irène Frachon. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, je n'en dis pas plus, le débat a déjà eu lieu, souhaite réinscrire l'article 17 dans le texte qui vous est soumis. Merci, Monsieur le ministre. Avis de la Commission, Monsieur le Président. Le gouvernement parle d'une seule voix. Et c'est une grande chance d'ailleurs qu'il en soit ainsi. Et c'est pourquoi, Monsieur le ministre, lors de l'examen après-demain du texte sur la fraude fiscale, le gouvernement s'exprimera. Je ne peux pas tenir un discours différent à votre égard de celui que j'ai tenu à l'égard de Madame Cukierman, dont j'ai bien compris qu'elle ne se fiait pas à la théorie des apparences, ce qui justifie son allusion à saint Thomas. Merci. Monsieur Anziani. Le texte sur la fraude fiscale me semble beaucoup plus précis et complet. Il prévoit d'abord de protéger à la fois les salariés du privé et les agents de la fonction publique. Ensuite, il est plus précis parce qu'il vise non pas une situation de conflit d'intérêts, mais des faits relevant d'une infraction pénale, soit un crime, soit un délit. Et les mesures de protection me semblent également être mieux énoncées que dans ce texte. Donc moi, il me semble qu'il vaudrait mieux retirer cet amendement et attendre maintenant, non pas 48 heures, mais 36 heures pour qu'on examine la protection des lanceurs d'alerte dans le texte sur la fraude fiscale. Merci. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers confrères, je ne voudrais pas avoir l'air de m'égoter à cette heure-là, mais enfin, franchement, vous avez deux types d'agréments et vous voulez deux types d'agréments et vous aurez qu'un seul type de lanceur d'alerte. Alors moi, je veux bien, mais je voudrais qu'on m'explique. Merci. Monsieur Richard. Je n'ai plus exactement dans la mémoire le texte qui est prévu pour le texte relatif aux lanceurs d'alerte
qui est envisagé pour le projet de loi relatif à la fraude fiscale, mais il me semble bien qu'il ne couvrira pas certaines des situations qu'évoque l'amendement 191 du gouvernement, puisqu'il s'agira cette fois-ci d'alerter une autorité indépendante. Donc, moi, je comprends tout à fait la démarche du président Sueur, mais à ce moment-là, il faut qu'il soit entendu que la situation propre aux informations transmises à la haute autorité pour la transparence de la vie politique seront incorporées à la disposition qui sera dans le texte fraude fiscale, parce que ça ne se recouvre pas pour l'instant. Merci. L'amendement est maintenu, Monsieur le Ministre? Je le mets donc aux voix. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix... Non, donc l'article 17 est supprimé. Après l'article 17, un amendement 160 de Madame Assassi. Ce sont des dispositions sur la réserve parlementaire qui ont été adoptées dans le projet de loi organique. Donc, il est retiré. Le suivant était retiré en séance. Nous arrivons à l'amendement 95 qui tombe. À l'article 18, l'amendement 92 rectifié de M. Colomba. Il s'agit de proposer la même disposition qui avait été adoptée dans la loi organique, s'agissant donc de la sincérité des déclarations. Il y a faute dans la mesure où la déclaration, enfin il y a c'est sciemment qu'il y a eu dissimulation. Je crois que ça ne pose pas, enfin c'est ce qu'on avait adopté déjà sur la loi organique, dans la loi organique. Merci. 135 de M. Zocchetto. En effet, avec l'article 18, nous rentrons dans le chapitre des dispositions pénales. C'est donc un autre type de droit qui s'applique. Nous avons ainsi, enfin, si nous votons cet article, ce sera l'occasion de créer un nouveau délit. Et pour qu'il y ait délit, il faut qu'il y ait une intention, il faut qu'il y ait l'élément intentionnel. À mon avis, il est absolument indispensable de rajouter le mot sciemment derrière leur verbe omettre. Merci. Avis de la Commission sur ces deux amendements, Monsieur le Président. La Commission est favorable à ces deux amendements identiques, Monsieur le Président. Merci. Sagesse. Sagesse. Je les mets aux voix. Donc, quels sont ceux qui sont pour l'adoption de ces deux amendements? Avis contraire? Je n'en vois pas. Ils sont adoptés. Amendement 70 rectifié, Monsieur Hyest. Président, comme nous l'avions présenté pour la loi organique, il s'agit de limiter quand même les sanctions complémentaires à l'inéligibilité et pas les droits civils et de famille, parce que ça pourrait interdire d'être tuteur, etc., ce qui ne serait pas justifié. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le Président. L'avis de la Commission sera le même que pour la loi organique, vous vous en souvenez. Donc je solliciterai de M. Hyest une rectification qui consisterait à supprimer « et temporaire », puisque de toute façon, toutes les peines en question sont forcément temporaires. Elles ne sauraient être éternelles, M. Hyest. Il y a deux fois temporaire au début et à la fin. Monsieur Richard a parfaitement raison. Vous êtes d'accord, Monsieur Hyest? Sagesse, Monsieur le Président. Sagesse. Je mets donc aux voix l'amendement de Monsieur Hyest qui devient le 70 rectifié bis. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Je n'en vois pas. Il est adopté. Amendement 180, Monsieur Sueur. Coordination, Monsieur le Président. Merci. Avis favorable du gouvernement? Oui. Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 18. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 18? Avis contraire. Il est adopté. À l'article 19, l'amendement 115 tombe. Amendement 129 de M. Anziani. Il s'agit simplement de rectifier un visa. Dans le texte actuel, on vise un article 121-26. En fait, il faut viser l'article... On vise un article 131-26, mais il faut viser non seulement cet article, mais également
le 131-26-1. Merci. Avis de la commission, Monsieur le Président? Favorable, Monsieur le Président. Même avis. Même avis. Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de cet amendement? Avis contraire. Il est adopté. Article 19, même vote. Il est adopté. Article 19 bis, la suppression est maintenue. Nous en arrivons, après l'article 19 bis, à un amendement 94 de M. Colomba. Alors là, il s'agit de quelque chose d'un petit peu différent. Nous revenons sur un problème récurrent, nous avons posé donc plusieurs fois au Sénat et qui s'est traduit par au moins 2 votes à la majorité, par consensus, enfin, donc au Sénat, sur une définition donc de la prise illégale d'intérêt qui soit un peu plus, enfin, qui mette à l'abri les élus locaux de certaines situations, comme le fait pour quelqu'un qui représente esqualité sa collectivité dans une association et qui par malheur aurait participé donc au vote d'une subvention à cette association, encore une fois dans laquelle il est esqualité, d'être donc accusé de prise illégale d'intérêt. Il y a des exemples, il y a des arrêts donc de la Cour de cassation qui ne fait pas de distinction entre les intérêts moraux et les intérêts particuliers. Donc, encore une fois, à l'unanimité par 2 fois, le Sénat, à l'unanimité par 2 fois, le Sénat a adopté donc cette nouvelle définition que nous proposons, remplacer donc un intérêt quelconque par un intérêt personnel distinct de l'intérêt général. Et jamais ce texte n'a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Vu la méfiance dont témoignent tous ces textes envers les élus locaux, je crois que ce serait la moindre des choses que d'améliorer le dispositif en matière de répression donc de la prise illégale d'intérêt. Merci. Avis de la commission, Monsieur le Président? Vu les votes déjà émis par le Sénat, par cohérence, la commission est favorable. Merci. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre? L'avis du gouvernement n'est pas favorable à cela. D'abord parce que la notion d'intérêt général donnera lieu, à l'instar de l'intérêt quelconque, à nos yeux, à des interprétations qui sont très subjectives, car son contenu peut varier selon les temps, les lieux et les opinions. De surcroît, et nous voulons souligner que cette modification s'appliquera à l'ensemble des personnes visées, non pas seulement aux élus. Et enfin, l'expression d'intérêt personnel distinct de l'intérêt général étant plus restrictive que celle d'intérêt quelconque, cette clarification risque de conduire à dépénaliser les situations où l'élu favorise un tiers avec lequel il n'a pas de lien personnel, alors que le lien d'ingérence est souvent dissimulé par interposition d'autres personnes considérées par la jurisprudence comme complices. Donc défavorable. Donc aux voix, Monsieur Colomba. Oui, je m'attendais bien. Je m'attendais à ce que vous me disiez, c'est un mauvais signe envoyé à l'opinion. Vous ne l'avez pas dit. Non, il y a 2 choses. Il y a donc l'intérêt personnel. L'objection que vous présentez peut être tout à fait recevable. Par contre, il reste l'intérêt général. Ou l'action qui est faite est conforme à l'intérêt général ou elle n'est pas conforme à l'intérêt général. Donc, si effectivement vous favorisez une tierce personne, ce n'est pas du tout conforme à l'intérêt général. Donc, l'objection ne s'applique pas. Merci. Je mets aux voix donc cet amendement 94 rectifié. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Article 20, avec un amendement 101 qui tombe, un amendement 116 qui tombe, et nous en arrivons au 93 rectifié de M. Colomba. Il s'agit d'un autre problème qui a été évoqué tout à l'heure par notre collègue Alain Richard, c'est le problème du pantouflage. Et nous pensons que un délai de 3 ans avant
pour quelqu'un qui a eu des responsabilités dans un ministère, c'est un délai de 3 ans pour reprendre. Oui, c'est discutable. Hein, pour avoir une activité dans une entreprise qui a à peu près les mêmes, qui a le même champ d'activité, ça nous paraît un peu court. Donc, cette proposition serait de porter de 3 à 5 ans le délai. Étant entendu que ce texte n'aborde pas cette question-là du pantouflage, ou à l'envers, je crois qu'il y a le pantouflage à l'envers aussi, c'est-à-dire qu'un élu qui est battu est recueilli dans une couveuse, la couveuse d'une grande entreprise, et une fois réélu, il se trouve que parfois les marchés vont à la dite entreprise. Ça, c'est une pratique qui est quand même pas courante, mais qui peut s'observer de ci, de là. Donc, c'est un problème difficile, hein, parce qu'effectivement, à régler, mais donc sur ce problème du pantouflage, nous proposons d'allonger le délai de 3 à 5 ans. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le Président. En l'état actuel des informations de votre rapporteur, il ne paraît pas s'imposer d'augmenter ce délai. L'article 20 du projet de loi se limite, en cohérence avec des dispositions comparables du projet de loi relatives à la lutte contre la fraude fiscale, à aggraver les peines. C'est pourquoi je demande le retrait à M. Colomba. À défaut, je serai défavorable. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. En dépit de ce signe que veut donner M. Colomba à l'opinion, le gouvernement y est défavorable. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 93 rectifié de M. Colomba. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 20. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 20? Avis contraire? Il est adopté. Même vote sur le 21. Même vote sur le 22. Idem sur le 22 bis A. Sur le 22 bis. Sur le 22 ter. Après l'article 22 ter, amendement 22, il tombe. Amendement 136 rectifié de M. Zocchetto. Oui, c'est un amendement qui propose de compléter la sanction d'inéligibilité prévue par l'article 19 du projet de loi. Alors, il ne s'agit pas de proposer une peine complémentaire, mais de définir des conditions d'aptitude, à savoir que nul ne pourrait être candidat à une élection si le bulletin B2 de son casier judiciaire fait mention d'une condamnation pour des infractions traduisant un manquement au devoir de probité ou des infractions de corruption, trafic d'influence ou recel ou blanchiment. Ça éviterait ainsi le triste spectacle de réélection d'élus condamnés. Alors je précise que, évidemment, il ne s'agirait pas d'une condition d'aptitude définitive, puisque ces sanctions disparaissent au bout d'un moment du casier judiciaire. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Amendement 159 rectifié, Madame Cukierman. L'amendement va dans le même sens. La rédaction est quasi la même, en tout cas dans la proposition de re-rédaction de l'article du Code électoral 154. Je crois en tout cas, à travers cet article, qu'il s'agit ici de s'assurer que les représentants du peuple soient au-dessus de tout soupçon et que ne puissent être candidats des citoyens condamnés, par exemple, pour des faits de corruption ou de détournement de fonds publics. Donc je crois que cela s'inscrit dans l'objectif de ce texte tel qu'initialement proposé à notre Assemblée, faire effectivement une République exemplaire et dont nous pensons que les élus doivent aussi l'être, bien évidemment. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le Président, sur ces deux amendements. Tels qu'ils sont écrits, ces deux amendements constituent une inéligibilité à caractère définitif, ce qui pose un réel problème constitutionnel. C'est pourquoi la Commission est défavorable à ces deux amendements. Merci. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Même avis que M. Sueur pour le caractère manifestement automatique et non individualisé de la peine qui présente un risque constitutionnel important. Merci. Je vais donc les mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de ces deux amendements? Avis contraire? Ils ne sont pas adoptés.
Nous en arrivons donc à l'article 23 avec l'amendement 71 rectifié de Monsieur Hyest. Il est retiré. Je mets aux voix l'article 23. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 23? Avis contraire. Il est adopté. Même vote pour le 23 bis. Même vote pour le 24. Et je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire. Le projet de loi est adopté. Mes chers collègues, je vous donne lecture de l'ordre du jour du mardi 16 juillet à 14h30 et le soir. Projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. Deuxième lecture du projet de loi relatif aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique. La séance est levée et je vous souhaite une bonne nuit. Voilà pour cette séance qui s'est terminée ce matin à 2h15. Je vous rappelle que les sénateurs ont donc voté les deux projets de loi sur la transparence de la vie publique sans toutefois donner leur feu vert à la principale disposition de ce texte, à savoir à la publication au journal officiel du patrimoine des élus. Députés et sénateurs vont se retrouver ce soir pour trouver une solution de compromis sur ces textes qui sont la réponse du gouvernement à l'affaire Cahuzac. Très bonne journée à tous.